Merci de regarder Évasion Guinée. Bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. L'ordre de préséance des interventions des candidats et partis politiques en lice pour les législatives du 24 septembre prochain a été défini ce jeudi. Le Conseil national de la communication a organisé à cet effet un tirage au sort en début d'après-midi à son siège. C'était en présence des représentants des formations en compétition. Toujours dans la perspective des élections législatives en Guinée, des femmes candidates au scrutin sont à l'école du NDI, National Democratic Institute, sur la technique de gestion de la campagne électorale. La formation, financée par le PNUD, vise à les aider à mener une campagne électorale apaisée. Le régime chinois entend finir avec l'impunité et d'installer à la tête du parti communiste, celui qu'on appelait le Tigre Rouge, est devant la justice pour répondre à des faits de corruption et d'abus de pouvoir. Étoile montante du parti unique en Chine, Bo Xilai risque la peine de mort. Pour ses supporters, son sort est gelé, sachant que la justice chinoise reste aux ordres du parti communiste. Quels sont les grands titres de cette édition? Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. À la veille du lancement officiel de la campagne pour les élections législatives du 24 septembre prochain, les partis en lice connaissent depuis aujourd'hui l'ordre de leur intervention sur les médias d'État. Le tirage au sort a eu lieu en début d'après-midi au Conseil national de la communication à Conakry. La démarche vise à situer les partis politiques sur le temps d'antenne accordé à tous, ainsi que les dispositions prises pour leur permettre de mieux véhiculer les messages pendant cette campagne. Fanta Conti. C'est en prélude à la campagne électorale au compte des législatives que le CNC a procédé jeudi au tirage au sort de l'ordre de passage des partis politiques sur les antennes des médias d'État. Pour permettre aux partis de mieux véhiculer leurs messages, deux types d'émissions ont été créées à la RTG. Il s'agit de 5 minutes pour convaincre et le programme croisé, qui est une émission de débat. Elle peut recevoir chaque jour 8 formations politiques autour d'une table pour défendre leurs programmes de société respectifs. Des espaces de communication seront également disponibles dans les colonnes de Rorea et de l'AGP. Cette pratique, qui s'inscrit dans le souci du traitement équitable de tous les partis engagés dans la course, relève de l'une des missions assignées à notre institution. Elle s'engage à accomplir sans complaisance et à la hauteur de ses prérogatives sa mission d'encadrement d'une communication électorale consacrée au pluralisme, l'équité et à l'égal accès des protagonistes aux médias en vue de conférer à notre démocratie en construction toute sa plénitude. Cette cérémonie a été l'occasion pour les membres du gouvernement d'inviter les uns et les autres à faire en sorte que ces élections se tiennent dans un climat apaisé. La réussite de ces élections sera un salut pour le peuple de Guinée. Tout comportement de nature à déranger, à saboter, à installer la violence sera de nature à piéger dangereusement le peuple de Guinée. Oh, je pense que ça s'est très bien passé et c'est même une mission régalienne de la télévision pour que tous les Guinéens puissent avoir accès aux médias d'État. Je pense que c'est une convention qui a été signée il y a très longtemps. Ce tirage au sort s'est déroulé sous l'œil vigilant des huissiers de justice et les 31 partis en lice. Au compte de l'émission Les Programmes Croisés, 4 groupes de 8 partis ont été tirés. L'UFDG, l'UFR, le PDG-RDA, l'UNED, le PUSG, NGR, UNR, OGUD ouvriront le bal. Et le PPG, PDP, RAFIA, PTS et la NGR occupent respectivement les 5 premières places pour le passage dans l'émission 5 minutes pour convaincre. Nouvelle journée citoyenne à l'Agence du service civique et d'action pour le développement ASCAD. C'était mercredi avec les directoires de campagne des partis politiques en lice pour les prochaines élections législatives en Guinée. L'ASCAD entend s'impliquer dans la prévention des violences en période électorale. Ainsi, elle veut amener les partis politiques à mettre l'accent sur le civisme et la citoyenneté durant la campagne pour les élections législatives. Reportage Aminata Djuntundialou. Sous
Soucieux d'instaurer l'esprit de civisme et de citoyenneté au sein de la population guinéenne dans son ensemble, la SCAD, Agence guinéenne du service civique d'action pour le développement, a organisé mardi une journée citoyenne à l'intention des directoires de campagne des partis politiques en lice pour les législatives prochaines. À l'ouverture de la formation, 19 partis sur 22 sont présents. Ils ont reçu une formation sur des thèmes comme la charte des partis politiques, le contentieux électoral, les principes d'usage approprié de la force, le rôle de la FOCEPEL avant, pendant et après le scrutin. Une formation que ces représentants doivent restituer au sein de leurs partis respectifs afin de mener des campagnes apaisées et sans violence. Nous attendons vraiment la bonne perception de la chose au niveau des directoires pour que tous les directoires de partis politiques qui sont ici présents puissent prendre, comme le dira l'autre, le pouls de la citoyenneté, le pouls du civisme pour aller véhiculer cela au niveau des jeunes des partis politiques. Une initiative hautement appréciée par la présidence de la République qui estime que les Guinéens doivent se donner la main et faire face au développement du pays. Elle plaide pour une démultiplication de ce genre de formation avec les acteurs politiques. Nous souhaiterions que cette initiative se poursuive au-delà des élections et que vraiment le service civique d'action pour le développement essaye de voir comment chaque 3 mois on peut organiser une semaine citoyenne pour les jeunes leaders des partis politiques. Parce que très sincèrement, si nous ne préparons pas le matériel humain, la compétence humaine qui doit supporter l'évolution de la démocratie dans notre pays, nous allons faire le travail de Sisyphe, c'est-à-dire nous allons toujours avancer et reculer. Pour les représentants des partis politiques, cette formation tombe à pic, même si quelque part ils insistent sur la régularité des élections pour le maintien de la paix en Guinée, gage de tout développement. Quand on voit ce qui se passe, la violence, le sectarisme qui se développe dans le pays, tout ça c'est parce qu'effectivement la citoyenneté manque. Je ferai un compte rendu fidèle aux militants et citoyens de l'UPR. Les élections législatives à venir doivent être sécurisées pour éviter les fraudes. Puisque si le pays n'organise pas des élections législatives apaisées, crédibles et acceptées pour tous, il y aura toujours la confusion sur le territoire national. Un pacte a été signé par certaines formations politiques au nombre de 8, d'autres n'ayant pas attendu la fin de la formation ou n'ayant pas été mandatées par les structures de leur formation politique. Toujours dans la perspective de ces élections législatives en Guinée, le second groupe des femmes candidates au scrutin a débuté une formation ce jeudi sur la technique de gestion de la campagne électorale. La formation se tient grâce au National Democratic Institute, NDI, sur financement du PNUD. Elle vise à aider les femmes politiciennes de Guinée à mener une campagne apaisée. Compte rendu à Giratouba. La démocratie et l'état de droit ne peuvent se construire sans les femmes, d'où l'engagement de nombreuses femmes sur le terrain politique. Candidate aux législatives du 24 septembre prochain, elles comptent apporter un plus à l'épanouissement de la société et au développement du pays. Pour les aider à mener une bonne campagne, le NDI, à travers le programme Recopel, a initié un atelier de formation en technique de gestion de campagne électorale. Plus nous aurons de femmes au sein de nos institutions, mieux seront pris en compte les intérêts de la majorité des Guinéens. C'est pourquoi, loin d'une exigence de commodité dans les institutions, la participation féminine doit plutôt être un moyen de régulation des potentialités endogènes des communautés de base pour un développement sain et durable. Également convaincu que la femme demeure incontournable dans le processus électoral, le programme des Nations Unies pour le développement est aussi déterminé à assister ses candidates à travers cette formation. Votre choix d'être femme candidate est un choix pour l'avenir de la Guinée. Je vous encourage vivement à vous inscrire sans réserve dans l'esprit et le moment historique qui nous offre une opportunité exceptionnelle de montrer un amour pour la Guinée. Mais pour ce faire, il faut être crédible et il faut être bien préparé. Des femmes qui doivent s'approprier de la constitution guinéenne, mais aussi s'unir et se battre afin de voir le bout du tunnel, les a exhortées la présidente du Conseil national de la transition. Nous les femmes, on ne lit pas
En lisant la Constitution, on allait exiger dès le départ que la loi soit respectée. Nous ne pouvons plus aller de consensus en consensus, mais aussi, je vous demande, soyons unis. Parce que quelquefois, c'est la femme qu'on utilise pour détruire la femme. Cet atelier de 2 jours vise, comme les précédents, à contribuer à la sauvegarde de la paix sociale à travers des élections transparentes et crédibles. L'insécurité à Conakry, on en parle encore. La nuit du mercredi à jeudi, un homme a été retrouvé étranglé, poignardé par des inconnus armés devant son atelier à Bessia Kondebougni. Du coup, il a été transporté d'urgence au CHU Donka. Mais malheureusement, il a succombé à ses blessures. Le récit avec Mfali Gilavogi. C'est un meurtre qui a consterné les habitants de Bessia Kondebougni. Sekou Kaba, affectueusement appelé Koro, est mort la nuit dernière. Selon nos informations, il aurait été sorti de force dans sa maison par des inconnus qui l'ont poignardé aux environs de 21 heures sous le regard impuissant de son voisinage. Koro était couché vers les 20h, 21h. Et c'est quelqu'un qui est venu taper la porte, il lui dit de venir. Et quand il est sorti de l'autre côté de la route et que les personnes ont voulu l'embarquer, il a insisté, il dit qu'il ne part pas. On l'a embarqué, il n'a pas su partir avec eux. Et puis on l'a frappé sur son cou ici, sur son dos et aussi sur son pied. Et immédiatement il est tombé, les secours sont venus alerter ma grande soeur à la maison. Et immédiatement elle est partie aller voir son mari était KO. C'est à 2h45. Selon ce que le docteur m'a dit, qu'il est décédé à 2h45 minutes. Ce tas, dit-on, criminel est vigoureusement condamné par les habitants de Bessia qui craignent désormais pour leur sécurité. L'acte s'est passé devant ces gens-là ici. C'est un acte criminel. C'est un acte criminel qu'on ne peut pas qualifier. Surtout si c'était vers 1h, 3h du matin, mais à 20h, 21h30, devant les gens ici. Comment on peut expliquer ça? C'est très cruel. Mais il faut reconnaître aussi que le gouvernement même a demandé de mettre au niveau de tous les quartiers des comités de veille. Mais regardez un peu, regardez la rue agencée de véhicules, de mauvais véhicules, de véhicules vieux, où on peut étrangler quelqu'un même. Alors vraiment, nous on est très indignés. Nous ne connaissons pas les circonstances, mais moi je suis sûr que c'est un règlement de compte qui revient à la police et à la justice d'élucider. Un groupe de jeunes a été interpellé ce jeudi par la DPJ qui d'ores et déjà a diligenté une enquête. Sekou Kaba laisse derrière lui 3 enfants et une femme inconsolable. Aider les opérateurs économiques évoluant dans le secteur privé guinéen à s'imprégner du schéma de libéralisation des échanges dans l'espace CEDEAO. Ce jeudi, une formation a eu lieu à cet effet au ministère de la Coopération internationale, formation animée par des experts du Comité national d'agrément, dont ceux du département même de la coopération et de la cellule CEDEAO en Guinée. Compte rendu Mohamed Malik Diallo. La formation des opérateurs économiques guinéens sur le chemin de la libéralisation des produits crus, de l'artisanat traditionnel et des produits industriels est une opération qui leur est offerte par le ministère en charge de l'intégration africaine. Ceci pour qu'ils puissent mieux bénéficier des protocoles et textes relatifs à la libre circulation des personnes, des biens et des services au sein de la communauté ouest-africaine. La libéralisation des échanges est l'un des instruments clés pour la construction de la CEDEAO des peuples à l'horizon 2020. En 2020, nous n'avons plus le droit de parler de CEDEAO des États, mais de CEDEAO des peuples. Il reste clair que les pays limitrophes, chacun est en train de tirer le maximum d'intérêt de cette CEDEAO. Mais il nous reste ici à notre niveau manque de sensibilisation, manque d'information souvent, qui fait que nous n'arrivons pas à bénéficier des opportunités que cette commission offre à notre pays. Le chemin de la libéralisation des échanges de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est aussi un moyen de développer les échanges intracommunautaires. Nous avons besoin de ces outils et nous avons besoin de beaucoup d'informations pour pouvoir exporter, importer en toute tranquillité pour que l'économie de ce pays soit la meilleure économie du monde et puisse aller négocier d'égal à égal avec les autres opérateurs économiques. À travers cette formation, les opérateurs économiques guinéens pourront désormais matérialiser plus régulièrement la facilitation des opérations import-export en symbiose avec les autorités douanières. Tous les produits que nous recevons ici,
qui viennent des pays de la sous-région bénéficient des avantages fiscaux. Il est question d'informer nous aussi nos opérateurs que si ces produits-là bénéficient des avantages ici, la seule façon de récupérer ce que nous perdons en droit de ces taxes, c'est de faire la promotion de nos produits aussi au niveau de la sous-région. Cette formation sur le chemin de la libéralisation des échanges de la CEDEAO est la deuxième du genre organisée par le département de la coopération internationale à l'intention des opérateurs du secteur privé guinéen. Bientôt, un document de plaidoyer sera présenté au gouvernement sur la promotion et la pérennisation des cantines scolaires en Guinée, ce après 2 jours de réflexion à Kindia, un atelier qui a pris fin cette semaine même et au cours duquel la politique nationale de l'alimentation scolaire a été validée. Plus de détails avec Diao Bachir. Après donc 2 jours d'intenses travaux sur la promotion et la pérennisation des cantines scolaires dans les milieux ruraux, les participants présenteront un document de plaidoyer. Document qui devrait permettre au gouvernement guinéen de mettre en place une politique nationale durable d'alimentation scolaire. On avait près de 1500 cantines scolaires dans les années passées. Aujourd'hui, il n'y a que quelques centaines. Donc il faudrait que nous parvenions à rouvrir les cantines scolaires qui ont été fermées et que l'on arrive aussi à établir de nouvelles cantines scolaires là où les enfants en ont besoin. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, les cantines scolaires constituent un facteur véritable de scolarisation. Partout à les cantines scolaires, les enfants viennent massivement à l'école, les filles y compris bien sûr, les enfants restent à l'école, ils étudient et ils réussissent mieux que là où il n'y a pas de cantine scolaire. Selon un rapport du Programme alimentaire mondial paru il y a quelques années, l'installation des cantines scolaires dans certaines zones défavorisées a permis non seulement d'améliorer le niveau des élèves, mais aussi celui de leur santé. C'est pour justement revenir à cette situation que l'institution compte mettre les bouchées doubles afin de rehausser le nombre de cantines scolaires. Au moyen terme, je voudrais étendre ce programme de cantine scolaire dans davantage de préfectures, car les besoins sont immenses. Il y a eu des restrictions budgétaires. Le PAM a dû réduire son appui au programme de cantine scolaire et le soutien aux écoles, aux cantines scolaires est passé de 1500 à 600 à peu près, 668 écoles. Donc une grande réduction. Franchement, en tant que nouvelle représentante du PAM en Guinée, moi mon intention, c'est de mobiliser rapidement des ressources auprès des donateurs pour reprendre les 800 écoles qui ont été laissées finalement, qui ne font plus partie de ce programme. Depuis 2002, le gouvernement guinéen, avec l'aide du Programme mondial alimentaire PAM, a créé plus de 1500 cantines scolaires. Aujourd'hui, il ne reste plus que 668 pour l'ensemble du pays. Vous vous souvenez, l'année dernière, le président de la République avait ordonné le recrutement d'un peu plus de 500 jeunes cadres pour redynamiser les services financiers de l'État. Depuis, leur mutation se fait progressivement. Ceux qui doivent encore attendre s'impatientent. Ils exigent leur affectation comme promis par les autorités. Après la primature, la présidence de la République et même l'archevêché, les 448 jeunes fonctionnaires concernés étaient ce jeudi à la grande mosquée Faïsal de Conakry avant le CNT et la Cour suprême. Mfali Gilavogui était sur leur pas. Voici son reportage. Après la présidence, la primature ou l'archevêché de Conakry, ils ne désarment toujours pas. Ce sont les 488 jeunes cadres engagés à la fonction publique qui devraient occuper des postes administratifs et financiers. Ils réclament à corps et à cri leur affectation aux services financiers. Ce jeudi, ils ont rencontré à cet effet le premier imam de la mosquée Faïsal. C'est un responsable du CNT et le premier président de la Cour suprême. De ces contacts, il ressort que tous ont condamné le fait que ce processus-là retarde à cause de certains cadres. Ce que nous réclamons, c'est l'application de la volonté du président de la République concernant les jeunes cadres administratifs et financiers. Au fait, nous avons répondu à l'appel patriotique que le chef de l'État a lancé à l'endroit des jeunes en décembre 2011. Nous étions dans le privé, beaucoup avaient déjà commencé à faire carrière là-bas. Depuis le 8 février, nous sommes à la fonction publique parce que nous savons que le chef de l'État n'a pas la bonne information. Et nous tenons à le rencontrer, nous nous démarchons partout.
nous continuerons, nous nous battrons jusqu'à ce que justice soit dite dans cette affaire. Ils étaient au total 518 cadres retenus à l'issue d'un concours. Après avoir passé le stage, 30 ont été affectés aux services administratifs et ambassades. Les 488 autres attendent leur affectation. Le 7 août dernier, ils ont adressé un mémorandum au président de la République. Les fonctionnaires non affectés demandent au procès Alpha Condé de concrétiser son engagement. Celui d'œuvrer dans le sens du rajeunissement et de la féminisation de l'administration guinéenne. Rien que la vérité, c'est le nom du nouvel album de Fodé Barro qui sera sur le marché à partir de ce week-end. La soirée dédicace est prévue ce vendredi au Novotel Conakry. L'artiste et sa maison de production Tabaro ont animé une conférence de presse ce jeudi pour parler du contenu de ce nouvel album musical. Fodé Barro Junior a également invité les leaders politiques guinéens à la culture de la paix. Le compte rendu d'El Oumar Bari. Sans vous choquer, les politiciens, on en a marre, on sait tous où c'est le problème. Pour mieux régner, vous nous faites croire que ça fait sous-sous, affaire des peuples malinqués, mais ça c'est faux. Considéré comme l'une des valeurs sûres de la musique guinéenne, l'agitateur Fodé Barro met à la disposition du public guinéen un nouvel opus intitulé Rien que la vérité. Cet album, composé de 8 titres, est dédié au peuple de Guinée, dit-il. Une manière d'amener les citoyens à cultiver la paix et l'acceptation mutuelle. Et c'est la structure Tabaro Productions qui signe la sortie officielle de l'album ce vendredi à Conakry. L'artiste Fodé Barro n'a pas voulu seulement faire de la musique pour amuser le public, il a voulu toucher les vrais problèmes que vit le peuple de Guinée. C'est pour cette raison que ce titre est venu et c'est pour cette raison qu'il veut associer et le public et les personnalités et tout le monde à cet album. Clède pour les fonds, l'enfant chouchou de la Sigmadina s'est affectueusement adressé aux journalistes. Fodé Barro rêve un jour de voir son pays, la Guinée, s'épanouir. Pour cela, il appelle les leaders politiques à plus de responsabilités. Le peuple souffre. Même les nouveau-nés aujourd'hui, quand ils naissent, c'est parce qu'ils ne peuvent pas parler. Sans quoi ils diront qu'ils auraient préféré naître ailleurs. Je ne fais pas cet événement pour venir apprendre à quelqu'un ce qu'il doit faire. Car ce sont des grands hommes, des intellectuels, des cadres, des hommes qui ont servi ce pays. Ils ont laissé des traces dans l'histoire, dans ce pays. Je ne suis ni à gauche, je ne suis ni à droite. Je suis venu vers mes frères aînés, les mettre en face de moi, leur dire que s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont des militants. Ils ont une lourde tâche devant eux, accomplir une mission, accomplir pour conduire ce pays au futur. L'artiste promet d'enjailler le public à travers des prestations artistiques de très belle facture. Ailleurs dans le monde, de nouvelles manifestations ont eu lieu ce jeudi devant le siège des Nations Unies à New York. La communauté internationale reste impuissante face à la situation en Syrie où les faubourgs de Damas subissent encore des bombardements de l'armée loyale au régime de Bachar al-Assad, ce au lendemain des attaques de l'arme chimique niées par les autorités du pays. Suivi. Cela fait plus de 24 heures que l'attaque à l'arme chimique présumée a eu lieu, faisant selon l'opposition syrienne plus de 1300 morts dans la banlieue est de Damas. Et 24 heures plus tard, rien, ou presque. Devant le siège des Nations Unies à New York, où le Conseil de sécurité s'est réuni hier en urgence, des manifestants syriens dénoncent le massacre, mais la communauté internationale reste impuissante. L'ONU demande que la lumière soit faite de manière presque administrative. Le secrétaire général réaffirme sa détermination à mener une enquête approfondie sur les faits présumés portés à sa connaissance par des États membres. À l'exception notable de la Russie et de la Chine, indéfectibles alliés de Bachar al-Assad, la majorité des États demandent que les experts de la mission d'enquête de l'ONU, présents à Damas, puissent se rendre sur place le plus rapidement possible. Seulement, ils n'en ont pas le mandat et leur accès sur le terrain est impossible. Les troupes gouvernementales continuent en effet à pilonner aujourd'hui sans relâche les faubourgs de Damas, contrôlés par les rebelles, y compris le quartier qui
qui aurait été la cible hier de l'attaque chimique. Dans ce contexte d'immobilisme, la France donne de la voix. Oui, la position de la France, c'est qu'il faut qu'il y ait une réaction. Qu'est-ce que ça veut dire une réaction? Non pas d'envoyer des militaires sur le terrain. Sur le terrain, oui. C'est impossible. C'est impossible. Mais une réaction non seulement bien sûr de condamnation internationale, mais une réaction qui peut prendre une forme, je ne veux pas être plus précis, de force. En attendant cette réaction, l'aviation et l'artillerie poursuivent leur travail de sape dans les banlieues de la capitale. Selon l'ONU, plus de 100 000 personnes sont mortes en Syrie depuis mars 2011. Il a failli être président en Chine. Bo Xilai, 64 ans, risque aujourd'hui la peine de mort. Il était considéré il y a encore peu comme l'étoile montante du Parti communiste. Il est devant la justice pour répondre notamment à des faits de corruption et d'abus de pouvoir. Pour certains, Bo Xilai est victime d'une purge sur fond de succession au sommet de l'État chinois. Reportage. Encadré par 2 policiers, habillé d'une simple chemise blanche et d'un pantalon noir, Bo Xilai est apparu amaigri et fatigué. « J'espère que je serai jugé avec raison et équité », aurait-il déclaré à la cour, avant que le procureur ne détaille l'acte d'accusation. Corruption, détournement de fonds et abus de pouvoir, des faits qui couvrent une douzaine d'années et pour lesquels l'ancien ministre du Commerce et étoile montante du Parti communiste encourt la peine de mort. Un procès extrêmement sensible et étroitement contrôlé par les autorités, son compte rendu uniquement accessible via un blog diffusé par la Cour pénale. Selon ce site, Bo Xilai n'aurait soulevé aucune objection aux accusations, hormis celle des pots de vin, plus de 2 millions d'euros qu'il nie avoir reçus. À l'extérieur du tribunal, certains de ses partisans sont là pour le soutenir. On est juste venu voir si cette affaire sera entendue de façon impartiale par une cour de justice, s'ils vont examiner l'affaire Bo Xilai de façon juste et équitable. Bo Xilai était un membre du Politburo, c'était un haut responsable. Si son propre cas n'est pas jugé équitablement, alors ça veut dire que nous autres pauvres gens, les couches populaires de la société, on n'a aucun recours. Inculpé pour corruption, l'ancien maître de la riche ville de Chongqing est aussi accusé d'entrave à la justice dans une affaire de meurtre commis par son épouse, déjà condamnée à la prison à perpétuité. Crime crapuleux ou complot politique, certains n'écartent pas les soupçons d'une purge sur fond de succession au sommet de l'État. Que vont-ils prouver? Quel sera le jugement de la Cour? Aujourd'hui, le Chinois moyen ne connaît vraiment pas les faits. Les dirigeants disent que c'était un responsable corrompu. Mais qu'y a-t-il d'autre? Qui sait ce qu'il y a d'autre à savoir? Et puis, il y a le problème de la ligne du parti. Il y a le problème du responsable politique que vous suivez, n'est-ce pas? Vous devez obéir aux dirigeants du comité central, et même là, il y a encore des problèmes. La durée du procès n'a pas été précisée officiellement, mais pourrait bien ne durer qu'un jour ou 2. En Chine, les tribunaux opèrent sous le contrôle direct du Parti communiste. Et pour beaucoup, le sort de Bo Xilai, défendu par un avocat commis d'office, serait déjà scellé. Une télévision transitoire, c'est une première et l'idée est grecque à cause de la crise qui y perdure depuis la fermeture sans préavis de Hertz, l'ancienne télévision d'État avec 2600 emplois partis en fumée. L'initiative du gouvernement est mal perçue par les anciens collègues de ceux qui animent la nouvelle chaîne. Reportage. 5 heures du matin, mercredi, retour à l'antenne pour les 2 anciens présentateurs vedettes de Hertz, l'ancienne télévision publique grecque fermée sans préavis par le gouvernement le 11 juin dernier. Nous reprenons là où nous nous sommes quittés, où l'on vous a quittés, et maintenant nous allons continuer à vous informer calmement et avec intégrité. DT est une chaîne transitoire avant la constitution de la nouvelle télévision publique qui s'intitulera Mérite. 2 heures d'information matinale, pour le moment, la reprise des programmes s'arrêtera là et à la diffusion des matchs de la Ligue des Champions à partir de 18h. Du côté du siège historique de la radio-télévision grecque, où des journalistes continuent à produire et à diffuser sur Internet leur émission depuis 2 mois, cette reconstitution d'une nouvelle télévision publique par le gouvernement est très mal perçue. Je me sens honteux et dégoûté par ces gens qui, quelques jours auparavant, prétendaient être fiers et se pavanaient sur l'antenne de notre télévision publique grecque libre. Et maintenant, les yeux baissés, ils déclarent qu'ils vont poursuivre notre mission. C'est une honte pour les collègues qu'ils ont laissés derrière, pour leurs familles et pour eux-mêmes, parce qu'ils étaient libres et indépendants et maintenant ils sont guidés et réglementés. Depuis juin, l'Union européenne de radio-télévision rediffusait sur ses réseaux les programmes de l'ancienne Hertz. Prenant acte du démarrage de la nouvelle chaîne, l'UER a cessé sa retransmission, mais la résistance s'organise.
Imaginez que dans les 2 derniers mois, nous avons eu plus de 10 millions de visites sur les sites en streaming et plus de 5 ou 6 millions d'utilisateurs individuels. Les gens sont avec nous. C'est l'été et c'est la Grèce, mais les gens vont revenir et ils seront avec nous. Car les 2600 salariés de Hertz licenciés du jour au lendemain en juin dernier n'ont aucune garantie d'être réembauchés par la nouvelle chaîne d'État. Il y a quelques jours, le ministère de l'Information a publié une liste de 580 personnes dont la candidature a été retenue. Un ministère qui se donne 1 an pour mettre sur orbite sa nouvelle antenne. Le canal historique, lui, promet de continuer le combat. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'information continue sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonne suite de programme en notre compagnie encore une fois. Bonsoir.